Bonjour Shlomo Selinger, merci d'être avec nous. Vous êtes donc né en 1928 à Tchakowa en Pologne près d'Auschwitz. Déporté en 1942, vous avez connu 11 camps successifs, entrecoupés par 2 marches de la mort. Et puis en 1946, vous choisissez de rejoindre ce qui était alors la Palestine, où vous avez découvert la sculpture. Vous restez 10 ans sur cette terre, où vous verrez naître l'État d'Israël, les armes à la main pendant la guerre d'indépendance. Et puis en 1956, vous vous établissez à Paris avec votre femme Ruti et vous êtes devenu très vite un sculpteur mondialement reconnu. Alors vous publiez donc chez Albin Michel Nuit et Lumière le livre de votre vie, le livre des marches de la mort vers le chemin de la vie. Alors une première question, Shlomo Selinger, pourquoi ce livre? Et pourquoi ce livre aujourd'hui? J'étais sollicité par l'édition Albin Michel et on m'a présenté un écrivain qui pourrait m'aider d'exprimer ma vie sur un livre. D'habitude, je témoigne souvent et ma façon de témoigner, c'est de projeter les dessins et les sculptures. Témoignages sur la Shoah. En plus, et mes sculptures, mes monuments, mais la plupart de mes sculptures ne sont pas uniquement liées avec la Shoah. C'est que j'exprime la vie, l'amour, la femme, la maternité, la vie et la liberté. Et alors, vous écrivez dans ce livre, Shlomo Selinger, qui a connu les camps de concentration ne s'en libère jamais. Donc, vous avez connu 11 camps entre 1942 et 1945. Ça vous hante depuis la Shoah et les camps? Et c'est effectivement quelqu'un qui était dans les camps de concentration, mais on ne sort jamais. On a toujours des cauchemars. Et autant que moi, on m'a découvert après la deuxième marche de la mort à Terezin, parmi les morts par un officier soviétique qui a trouvé que je ne suis pas tout à fait mort. Il m'a mené à l'hôpital militaire, là où il n'a certainement pas eu le droit de le faire. Il y avait des blessés militaires, les infirmières c'était des militaires. Et lui, il s'est acharné pour me rendre la vie. Une fois sorti de l'hôpital, je me suis trouvé 7 ans amnésique. Voilà, et vous écrivez, on va en parler tout à l'heure, mais vous écrivez que cet officier russe dont vous parlez, c'était un médecin russe et juif qui vous a sauvé la vie. Mais on va en reparler. Donc c'était à Theresienstadt. Non, mais je ne le savais pas. Vous ne le savez pas, mais maintenant je le sais. Maintenant vous le savez. Parce que on a trouvé, par des recherches, on a trouvé son nom. Voilà. Mais on va en parler tout à l'heure. On va parler d'abord du début de votre enfance, du début de votre vie dans ce village de Tchakowa, à 20 km d'Auschwitz. Et vous commencez ce livre en parlant de votre père, Abraham Selinger. Vous avez été déportés ensemble au camp de Fallbruck, près de Breslau en Allemagne. Vous aviez 13 ans. Votre père a été assassiné en 1943. Eh bien, quel souvenir, Shlomo Selinger, vous gardez de lui? Quel message vous a transmis votre père, Abraham? Abraham, il était très sévère avec moi pour les études hébraïques. Je n'étais pas très calme pour ça, parce que la façon dont on nous enseignait, c'était à 3 ans, on m'a coupé mes cheveux. Et puis, c'est la tradition. La tradition m'a mis dans un cheder où je commençais à apprendre l'alphabet. 3 ans. Oui, et l'alphabet, alphabet, et puis après lire, ensuite, plus tard, le chumash, où nous parlons en hébreu et en traduisant ça en yiddish. Et moi, je parle à la maison, nous parlions que polonais, donc des langues que je ne pas connaissais, il fallait le dire. Et je n'étais pas très doué pour ça.
Et mon père était désespéré parce qu'il croyait, lui, qu'il était Talmid Chacham, il pensait que je devais être aussi. Donc, et alors votre père, vous en parlez, vous vous êtes donc retrouvé dans ce camp et vous écrivez: pendant les quelques temps où nous avons vécu ensemble à Faulbruck, j'ai vu mon père se battre chaque jour pour me donner toujours la plus belle part de la vie, le plus gros morceau de pain. Votre père. Nous étions tous conditionnés pour perdre notre humanité. Et il y avait pas loin de chez nous avec de très bons résultats. Et il y avait des pères qui se battaient pour un morceau de pain avec leurs fils un peu plus grands ou plus petits. Au camp. Et dans le camp. Et puis mon père, le contraire, il voulait qu'il la portion plus grande, ça pour moi. Et du coup, je voulais la même chose pour mon père. Et c'est encore, j'ai encore eu la leçon de ma vie, parce que là, mon père ne me reprochait rien. Il était uniquement un exemple. Et d'ailleurs, il était respecté par les autres. Voilà. Et donc, votre père, c'est encore aujourd'hui ce souvenir qui vous hante. On est 76, 77 ans, 78 ans après. C'est ce souvenir que vous avez en mémoire. Mais quand tu parles de pain, les gens ne comprennent pas. Qu'est-ce que c'est le pain? Le pain, c'est un morceau de pain, c'est encore un moment de survie. Et vous écrivez d'ailleurs, vous écrivez dans le livre, le pain, c'est la vie. Le pain, c'est la vie. Et parce que là, quand nous avons tout, que nous sommes en liberté, et nous ne comprenons pas que le pain, quelle valeur ça quand on est privé. Quand on est privé et quand on voit son père se battre pour vous donner un morceau de pain et d'autres pères se battre pour garder le pain pour soi. Oui. Et ça, c'était un exemple. Et aussi, ça m'a permis aussi de croire à l'homme, parce que tout était mis en œuvre là-bas pour que les êtres humains perdent leur personnalité, leur image de Dieu. Leur humanité. Et puis, j'ai rencontré quelques personnes qui étaient dignes jusqu'à la fin et qui aussi, qui même personnellement, me permis de survivre. De temps en temps, quand j'étais déjà au bout, il y avait toujours quelqu'un qui m'a aidé de survivre. On va en parler parce que vous citez 2-3 exemples de personnages qui vous ont aidé, que vous avez toujours en mémoire et à propos desquels vous indiquez le nom dans ce livre. Et quand vous parlez du pain, il m'est revenu d'ailleurs un souvenir en vous lisant. C'est une de ma tante Jeannette qui a été déportée, rescapée d'Auschwitz et qui nous disait qu'il ne fallait jamais jeter un morceau de pain. Jamais. Mais évidemment, on ne jette jamais. Voilà. Et alors, donc, de 1928, Shlomo Selinger, à 1942, votre vie, c'est celle d'un petit enfant juif de Tchékova. Quel souvenir vous reste-t-il de cette enfance polonaise, Shlomo Selinger? D'abord, j'étais dans une famille aisée. Et les Juifs, la situation des Juifs était... Il y avait beaucoup de gens pauvres. Mais nous, pour donner un exemple, nous, en hiver, nous allons en vacances à la montagne. Je faisais le ski et on était aussi à la montagne avec ma mère, avec ma mère. Et puis aussi, je sais que mon père, il était dans la communauté juive à chaque fois dans l'association Gemilat Chasadim Matan Beseter. Ça veut dire qu'on aide, mais sans se présenter. Les gens qui reçoivent une aide ne savent pas qui leur a donné. On aide anonymement. Anonymement. Et alors, ce n'est que 58 ans après, Shlomo Selinger, que vous avez appris ce qui était arrivé à votre sœur Ruchia et à votre mère Elena. Vous dites, d'ailleurs, ma petite sœur et ma petite mère. Alors, dites-nous ce qui leur est arrivé
À votre petite sœur, à votre petite sœur. Ma mère, tout de suite, quand on nous a arrêtés à Kchanov, et ma mère s'est sauvée encore avec ma petite sœur et était dans un ghetto. Dans un ghetto Sosnowiec et ensuite dans un autre ghetto. Et puis après la guerre, quelqu'un m'a raconté qu'à la liquidation du ghetto Benjin, il a vu ma sœur et ma mère qui étaient sélectionnées sur place, parce que nous, étant donné que nous étions à côté d'Auschwitz, nous étions sélectionnés sur place. Des gens qui devaient être exterminés immédiatement par le gaz, aller à Auschwitz, des autres, une petite minorité qui était vouée à être exterminée par le travail forcé, aller en Allemagne. C'est ce qui vous est arrivé donc avec votre père. Donc, j'étais sélectionné parmi ceux qui devaient aller directement à la chambre à gaz. Et puis, un policier du ghetto Kchanov m'a vu parmi... il commençait à crier « Mais qu'est-ce que tu fous là ? Tu as 17 ans, il m'a... il vous dit, vous avez 17 ans, c'est pour vous sauver. Pour me sauver, il m'a poussé vers l'arrière et la séparation qui était là avec des policiers allemands, puisque nous étions nous étions dans une zone qui était annexée et la police était allemande, elle n'était pas polonaise. Et il m'a poussé. Et j'étais déjà avec mon père. Et ils ne se sont pas rendus, ils n'avaient pas le temps. D'ailleurs, lui-même n'est même pas arrivé à Auschwitz. On l'a assassiné. Voilà, vous expliquez qu'il a été assassiné d'une balle dans la tête, celui qui vous a sauvé. Oui, et je tiens toujours à dire son nom, Kuba Schoenberg. Kuba Schoenberg, vous citez son nom. Et alors... et aussi, même, ce qui m'a marqué encore, à Tchakova, la communauté juive devait donner des gens pour la corbeille. J'avais 12 ans que j'étais parmi ceux qui dégageaient la neige, et puis après on amenait des personnes et on installait des cordes sur les arbres. Et moi, et toute la ville devait venir et assister de la pendaison de ces gens, et j'ai été installé en face de mon moniteur des mouvements de jeunesse. Il s'appelait Aaron Diamant, et quand on lui a mis la corde sur le cou, il récitait les prières Shema Israël Adonai, et puis ça s'arrêtait. Ils ont enlevé l'échafaud. Et il vous a sauvé aussi. Aaron Diamant. Non, j'ai assisté, nous avons tous assisté. Oui, mais vous avez échappé à la pendaison ce jour-là. Non, pas cette fois-ci. Une autre fois, dans les camps de concentration de Flossenburg, où il y avait des cérémonies de pendaison. Et des gens qui étaient punis, mais pour que ça soit bien présenté, tous les cordes devaient être pleines. Et un capot m'a attrapé, il m'a attaché les mains derrière mon dos, il m'a mené vers la pendaison, mais déjà le SS lui a dit « Wir haben schon genug, nous avons déjà assez, puisque tous les cordes étaient occupées. » Et puis il m'a coupé les liens derrière, il m'a donné un coup de pied, et puis je devais assister, comme tout le monde, je devais assister à cette pendaison. Et d'ailleurs, il y avait ici, dans la radio une édition en yiddish, et Joe Testiller, il assistait à ça. Ah oui. Oui, qui était un animateur de Radio J pendant de très longues années, monsieur Testiller. Alors, et vous écrivez aussi par rapport à votre mère. Aimer et prendre soin, c'est ce que vous avez appris de votre mère. C'est quoi aimer et prendre soin, Shlomo Selinger? Aimer et prendre soin, ce que vous a appris votre mère.
ma mère, entre autres, mon survie, je crois, est dû aussi à un trésor que j'avais. Un trésor, c'est l'amour de mes parents. Ils pouvaient me prendre tout. Ils pouvaient me battre, mais l'amour de ma mère et de mon père et de ma famille, elle est là. Je crois qu'un être humain, c'est comme un escargot. Il porte sa maison toute sa vie. D'ailleurs, et je le porte encore. Mmh. Et vous avez tout ça dans votre mémoire, dans vos pensées. J'avais tout le temps ce trésor. On pouvait me prendre la vie, on pouvait me battre, mais cet amour qui m'habitait, personne ne pouvait me prendre. Et c'est ce qu'on retrouve dans vos cultures. Jusqu'aujourd'hui. Et c'est ce qu'on retrouve dans votre sculpture aujourd'hui. J'espère bien, puisque je crois que ma sculpture, c'est un acte d'amour. Et qu'est-ce que c'est la sculpture? C'est une pierre, un objet dans l'espace habité, inondé de lumière, mais habité par un esprit. Mais l'esprit, s'il veut, il rentre. L'âme ne dépend plus d'artistes. C'est même pas une même question de mérite. Alors la sculpture, dans vos sculptures, il y a donc la mémoire, le souvenir de votre passé, de votre enfance polonaise, de votre déportation et de ce qui ensuite a été le reste de votre vie. Czachowa, votre ville, la ville où vous êtes né, était une ville de régiment à quelques kilomètres d'Auschwitz. 20 kilomètres d'Auschwitz, vous aviez de la famille. Votre oncle, le frère de votre grand-père y vivait. Dans vos souvenirs, à l'époque, je ne sais pas si vous avez été à Auschwitz, mais quel souvenir vous avez en mémoire de cette ville d'Auschwitz avant-guerre? Avant-guerre, je sais, à Auschwitz, il y avait mon grand-oncle, mais je ne suis jamais allé. La cousine de mon père est venue dans la ville de Czachowa et s'est mariée avec mon oncle. À l'époque, on s'est marié assez dans la famille. Et puis après, Oświęcim est devenu Auschwitz. C'est un endroit de régiment de cavalerie polonaise où ils l'ont transformé en camp d'extermination. Et puis même ma ville natale maintenant qui est avalée par Jaworzno, qui est maintenant c'est Czachowa Jaworzno. Jaworzno, il y avait ces camps de concentration dépendant de Auschwitz aussi. Et alors, vous vous souvenez aussi, vous écrivez, vous vous rappelez dans votre livre quelques souvenirs de votre enfance. 1939, vous parlez de votre ami allemand, je crois que c'est 1939, Levko, qui a rejoint les jeunesses hitlériennes, et vous avez vu en lui la haine. Rappelez-nous ce que vous entendez. Levko, j'étais dans l'école primaire avec lui allemand et moi juif. On avait des liens, on était amis. Et puis quand tout de suite quand les Allemands ont envoyé la Pologne, et Levko, il a adhéré dans une jeunesse hitlérienne. Il porte l'uniforme avec un petit baïonnette. Et puis un jour, il me coinçait dans la rue et avec sa baïonnette. Et il m'a fait mes poches. C'est de ça que j'ai compris qu'un groupe, quelqu'un qui adhère à un groupe, il perd son cerveau et qui perd son cœur. Et quand je témoigne devant les jeunes, je les préviens de ne jamais permettre d'être
de perdre la raison. De perdre la raison, de dépendre, de dépendre d'un groupe. Il faut toujours qu'ils se servent toujours de leur propre cœur et de leur propre cerveau. Parce que dès 1939, vous entendez une partie de la population de votre ville chanter, et vous le citez dans ce livre, « Quand le sang juif sera au bout de nos couteaux, tout ira encore mieux ». Alors à l'époque, qu'est-ce que vous vous dites ? Est-ce que vous comprenez ce qui se passe ? Est-ce que votre père, votre mère comprennent ce qui se passe et ce qui va se passer ? D'abord, ils comprennent très bien parce que tout de suite, les biens étaient on a spolié de tous nos biens mais on n'a jamais douté qu'il y aura la Shoah, qu'il y aura une extermination du peuple juif. On pensait qu'il y aura un pogrom, encore un autre pogrom qui déjà, les Juifs en Pologne et en Russie avaient l'habitude, malgré que dans notre ville, dans ma mémoire, pendant ma mémoire, je n'ai jamais vécu. Et alors, parce que j'ai une phrase quand même qui me marque dans ce livre aussi, vous dites, pourtant, on ne comprenait pas ce qui allait se passer, mais pourtant, il y a les on-dit et il y a les odeurs. Les odeurs. Oui. Il y avait même des odeurs qui arrivaient jusqu'à... D'Auschwitz, les odeurs d'Auschwitz. D'Auschwitz, jusqu'à chez nous, jusqu'à Tchakova, puis après jusqu'à Akchanov. Mais c'est quoi ces odeurs ? Ces odeurs, c'était de brûler des corps. Et même des gens qui disaient qu'on extermine là-bas des Juifs, mais on disait que ceux qui disaient ça, on disait qu'ils font des paniques, qu'ils font des faux nouvelles, il faut les faire taire. Et 76, 77 ans après, ces souvenirs, ces odeurs, vous les avez encore en tête ? Écoutez, il y a 6 ans, j'étais invité à Flossenburg, un de mes camps de concentration où j'ai passé quelques mois. Et il y avait une cérémonie de mémoire là-bas. Et très tôt le matin, je suis sorti toute seule et je me suis promené. Et je suis arrivé, il y a encore... là-bas, parce que Flossenburg, il y avait une carrière, il n'y avait pas de chambre à gaz, mais des carrières qui faisaient travailler le crématoire jour et nuit. Et c'était une carrière de granit aussi. Et puis là, je me suis promené ce matin. Et j'arrive à côté du crématoire. Déjà, déjà depuis la libération, cet crématoire n'a jamais travaillé. Et pourtant Et pourtant, j'ai senti l'odeur. Et je suis surchoqué de l'odeur qui restait dans mon cerveau. Ouais. Alors, Shlomo Selinger, si vous le voulez bien, on marque une pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous avez survécu à 11 camps, à 2 marches de la mort. Quand vous repensez à votre histoire, à votre déportation, quelles images vous gardez en tête de ceux qui étaient à vos côtés et qui ont été exterminés ? Et ma mémoire n'est pas une mémoire linéaire. Je me souviens, je vois des images. Voilà une image. Et nous sommes là sur une place d'appel. Et puis nous avons, il fait froid, on est revenu en pleine neige. Et quelques prisonniers se sont trouvés des sacs de ciment où on travaillait, on mettait sous leurs vêtements. Et puis quand les capots ou les SS nous découvrent ça, on nous bat à mort. Et puis aussi, je me souviens qu'on arrive
affamés tout à fait, et après travail forcé, et puis on nous fait sautiller, on appelait ça sport. Et comme ça, il y avait plein de camarades qui sont restés par terre, et il y avait la place pour de nouveaux transports qui arrivaient dans le camp de Grossrosen, des lits avaient été libérés, donc ils étaient, ces nouveaux arrivants prenaient la place de ceux qui avaient été exterminés. Oui, et alors, donc il y a des termes que vous... Pardon. Je vous ai interrompu. Et puis, il y a des images que les capots, Lagerkapo, c'est un Stachek qui s'acharne sur un prisonnier, lui jette une balle, et il devait courir à quatre pattes. Et doucement, complètement épuisé, il les tape avec un verge, et puis après, il est en pleine vigueur, ses capots, il les soulève, il les jette dans la porte, et les SS les tirent l'assassin. Et alors, puis aussi, les images, la marche de la mort. Marche de la mort de Fünfteichen à Grossrosen en pleine neige. Et puis il y a des camarades qui n'ont pas de force d'aller vite, alors on le tire dessus. Et ensuite, la deuxième marche de la mort qui est déjà vers la fin de la guerre, qui est de Dresden, parce que j'étais dans un petit camp dépendant de Flossenburg à Dresden. Donc Dresden en Allemagne. Oui. Dresden, déjà après les bombardements déjà détruits, où nous travaillons pour restaurer les chemins de fer. Et de là, l'armée russe s'approche, et on nous fait marcher encore une marche de la mort. Et quand quelqu'un ne pouvait pas bien avancer, on le mettait une corde autour du cou, et on l'étranglait comme ça, on le jetait de côté. Et aussi une histoire, j'ai caché un morceau de pain, et puis un SS croate était là, et il parle avec un croate prisonnier qui est avec nous, qui c'était un grand dignitaire de la résistance yougoslave, et puis il prend mon pain, et il donne au prisonnier croate, parce qu'il se parle en serbo-croate. Et puis après, il a pris mon pain, il a mangé, et il est venu me demander pardon. Alors, d'abord, il m'assassine, et après, il demande pardon. Et alors, je voudrais revenir sur 3 chapitres du livre. Il y en a un qui s'appelle l'instinct, l'autre le hasard, et puis vous parlez aussi de fraternité. Donc c'est quoi l'instinct de survie chez Mo Selinger? C'est quoi le hasard de la vie? Et c'est quoi la fraternité que vous avez rencontrée dans les camps et aussi au ghetto de Chakova? La fraternité, oui. C'est déjà arrivé à Markstadt, et j'ai j'étais tombé malade, j'avais une pneumonie. Et puis, il y avait le docteur Gutenhaus qui était dans le camp, dans le Gutentag, dans le revire, ça veut dire dans le dispensaire du camp.
il me gardait plus temps que d'habitude, et jusqu'à que je me rétablisse un peu, et entre-temps, l'hiver s'est terminé. Et puis, mais aussi, il y avait tout. L'instinct de survie, le hasard. L'instinct de survie, tout de suite, au moment, ma survie a commencé à Kchanów, au moment où Kuba Scheinberg m'a sorti de ce qui devait aller directement aux chambres à gaz. Et puis après, j'avais l'instinct, je savais quelle plante je peux prendre et manger, et quel insecte je l'entame. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous étions affamés, on mourait de faim, on mourait de travail forcé. Et voilà. Et puis encore une chose, aussi bien à Grossrosen qu'à Flossenburg, le paysage autour était magnifique. Et moi, je détestais la beauté. Mhm. La beauté, peut-être parce que j'étais sensible à la beauté. Je pensais que la beauté n'a pas le droit d'exister. Que là, nous, j'étais en plein, là où il y avait la mort, la torture, on était mangé par les vermines. Donc on ne pouvait pas concilier la beauté, la mort et la barbarie. La beauté. Et puis, une fois arrivé en terre d'Israël, à Beth Rava, il y avait une femme qui m'a initié à la poésie et à la littérature, et elle qui m'a levé mes yeux. Et c'était Routy? Non, pas encore. Pas encore. Pas encore. Ça prenait encore plusieurs années. Et là, c'était Sarah. C'était ça. On va en parler, mais d'abord, une question, un retour en Pologne. Après la guerre, vous retournez dans votre ancien appartement occupé par des Polonais qui ne vous laissent pas entrer et qui disent, les Polonais que vous entendez, qui ont occupé votre appartement, qui vous ont spolié. Ils disent, ils reviennent encore plus nombreux. En clair, les Juifs ont été exterminés, l'antisémitisme est toujours présent en Pologne. Oui, c'est vrai. Vous avez ces phrases en mémoire. Oui. Alors ensuite, 46, on revient à ce que vous disiez à l'instant, vous choisissez de rejoindre la Palestine, vous partez de La Ciotat à bord d'un petit bateau, Tel Chai, vous installez dans un kibboutz du côté de la mer Morte, Bet Arava, et puis c'est la guerre d'indépendance. Qu'est-ce que vous retenez de cette période, Shlomo Selinger? Comment vous vivez peut-être ce passage de la nuit à la lumière? Parce que c'est bien le passage de la nuit à la lumière. À Bet Arava, la terre avait 17%, c'était au nord de la mer Morte. 17% de sel. 17% de sel, et nous lavions la terre, et la terre qui depuis destruction de Sodome à Gomorrhe, n'a jamais rien n'est poussé, et nous l'en transformons en jardin resplendissant. Et puis la déclaration d'État d'Israël, et 7 pays arabes se jettent sur nous et nous devions nous défendre. Et vous prenez les armes. Et vous prenez les armes. Oui. Et notre kibbutz est détruite. Et moi, avec mes camarades, se sont retirés vers Sodome, au sud de la mer Morte, là où j'ai combattu. Et une fois la guerre d'indépendance terminée, et avec mes camarades, nous sommes allés en Galilée, et où j'étais parmi ceux qui ont fondé un nouveau kibbutz, Kabri, en Galilée. Et alors vous rencontrez votre femme Routy, et c'est l'apprentissage de la sculpture. Et là, dans un nouveau kibbutz à Kabri, l'école, un lycée
de Haïfa envoyait des jeunes lycéens pour aider un jeune kibbutz. Et parmi ceux, il y avait une jeune fille avec laquelle nous sympathisions. Et je lui rendais visite après à Haïfa. Et en se promenant sur le mont Carmel, et je lui empruntais un petit canif qu'elle porte sur son porte-clés. Et je lui ai fait un petit bonhomme en écorce de pin. Et elle a trouvé ça tellement beau. Donc je suis retourné dans mon kibbutz et j'ai pris un miroir, un tronc d'arbre et à la menuiserie des kibbutz avec les outils de menuiserie. J'ai fait mon autoportrait et depuis 2 ans après, j'ai eu le premier prix Amérique-Israël. Et puis je suis venu après à Paris pour apprendre. Et donc en 1956, donc le retour en Europe, vous vous installez à Paris, vous écrivez d'ailleurs sur les terres de la haine et de l'anéantissement, et vous devenez sculpteur. Et vous dites sculpter l'espérance. Vous dites sculpter c'est l'espérance, et ça grave une parole de pierre dans le livre des mémoires. La sculpture pour vous, Shlomo Selinger, ça a été quoi? Une renaissance, une manière de vous souvenir, une manière de vivre, une manière de renaître? Et moi, après sortie de l'hôpital à Thérésine, je me suis retrouvé 7 ans amnésique. Ouais. Et quand la mémoire commençait à venir, j'ai commencé à sculpter. Ça veut dire que la nature m'a donné l'oubli et la sculpture a pris les relais. Et c'est mon existence et j'existe parce que je sculpte, j'existe parce que je dessine, j'existe parce que je témoigne, j'existe parce que j'aime, j'existe parce que je cherche la liberté et la liberté c'est pas donné, c'est un acte, c'est comme des prisonniers qui creusent leur tunnel pour s'échapper à la lumière. Il n'est pas libre ni avant ni après. Et la sculpture, c'est ça? Il est quand il creuse. Et moi, tout le matin, je viens à cet atelier et je taille la pierre, je taille le granit, et je creuse, et je creuse, et je creuse. Parce que le granit, c'est important pour vous. Hein. Vous sculptez le bois et le granit. Le granit est important. Essentiellement, ouais. C'est la pierre la plus dure qu'on peut encore travailler. Et je me suis demandé pourquoi je suis attaché à ça. Alors? Et pas seulement parce qu'il reçoit la lumière d'une manière extraordinaire et puis il le ronde avec générosité, mais aussi c'est une pierre stable. Il contraste extraordinairement bien à la fragilité de l'être humain. Et puis la lumière, je cherche la lumière dans la matière. Et la lumière, c'est aussi la vie. Hein. La lumière, c'est la vie. Et vous dites d'ailleurs, il n'y a rien de plus sacré que la vie. Même Dieu n'est pas aussi sacré. Shlomo Selinger, est-ce que après ce qui vous est arrivé, après 76 ans, 77 ans après la Shoah, est-ce que vous croyez toujours en l'homme? Je crois en l'homme. Et je crois en l'homme parce que là où tout était fait, tout était fait avec minutie pour détruire l'humain, l'image divine qui est en nous. Et il y avait quand même avec de très bons résultats. Il faut avouer. On n'en parle pas beaucoup, mais j'ai quand même rencontré quelques êtres humains, pas des saints, mais qui étaient hommes humains, jusqu'à la fin. Donc, je déprève. L'homme est possible. Jusqu'à la fin, vous parlez des camps, hein, de ce que vous avez vécu dans les camps et au ghetto. Et aussi, nous étions 50 ans sous la de pire en pire,
une chose, d'abord des restrictions, après des spoliations, et après d'enfermement dans les ghettos. Ensuite, la sélection sur place pour l'extermination et d'autres qui allaient dans les camps de concentration en Allemagne, nous étions aussi condamnés pour succomber sous le travail. C'était Vernichtung durch die Arbeit, destruction par le travail. Destruction par le travail parce que vous, au pluriel, vous étiez juif. Hein? Et évidemment, c'est parce que nous étions dans les plans nazis, les Juifs d'être exterminés d'abord de l'Europe, et s'ils avaient gagné la guerre, ce serait exterminé du monde. Alors justement, Shlomo Selinger, on arrive pratiquement à la fin de cette émission. 76 ans après, quand vous voyez cette renaissance de l'antisémitisme en Europe et en France, sur les terres de la haine, comme vous le dites, de la haine et de l'anéantissement, eh bien, est-ce qu'un jour vous vous êtes dit, qu'est-ce qu'on aurait dit mon père Abraham, ma mère Elena, ma sœur Rugia, ou qu'est-ce qu'auraient dit les 6 millions de juifs assassinés parce que juifs, de cet antisémitisme qui renaît en Europe et en France? Je ne peux pas vous dire ce qu'ils auraient dit. Mais vous, qu'est-ce que vous dites? Mais moi, ce que j'ai dit, c'est scandaleux, c'est bête, et ça revient souvent quand il y a une crise, on cherche le bouc émissaire. Et puis le bouc émissaire est tout près, tout près depuis 2000 ans. Et chaque fois qu'il y a une misère quelque part, on s'attaque contre les Juifs. Alors vous écrivez aussi, la sculpture c'est bien sûr important, c'est votre métier depuis 60 ans, 70 ans. Sculpter, c'est le désir de caresser la vérité, notamment Shlomo Selinger, à travers cette sculpture que vous avez réalisée pour le mémorial du camp de Drancy, et aussi pour le Yad Vashem à Jérusalem. Sculpter, c'est le désir de caresser la vérité sur le granit, sur le bois. Vous voyez, moi, je me suis senti de manière non logique, un peu coupable. Pourquoi je suis resté vivant? Les gens qui j'ai connus, des gens formidables, ne sont pas là. Mm-hmm. Et moi, vivant. Et quand le concours international pour l'inauguration du mémorial de Drancy était déclaré, je me suis dit peut-être pour ça, peut-être pour témoigner, peut-être pour qu'on n'oublie pas. Et même, je me suis donné une mission pour faire ces mémorials et de faire, si dans 300 ans, quelqu'un passera et il trouvera une sculpture, un monument, un mémorial à Drancy en granit, parce que le granit ne bougera pas. Mmh. Et il va se demander, mais il va se dire quelque chose de terrible s'est passé ici. Alors, à ce moment-là, peut-être, il prendra la peine de se renseigner. De regarder. Et de savoir qu'ici, on a amené les Juifs de France pour l'amener à Auschwitz, car Drancy, c'était l'antichambre de la mort. L'antichambre de la mort. L'antichambre de la mort. Et donc, vous avez passé votre vie à sculpter, et vous dites discuter. J'étais presque sûr que c'est moi qui allais remporter. Et puis, d'unanimité, et le jury qui était, il y avait trois prix. Moi, premier prix, ça veut dire la réalisation de ce mémorial. Et alors, vous dites sculpter, donc c'est la vie, c'est aussi transmettre. Quel est le message
que vous voulez qu'on retienne de vous, et puis quel est le message que vous avez envie de transmettre à la jeunesse d'aujourd'hui et aux générations futures, à ceux qui seront là dans 300 ans, Shlomo Selinger. Qu'est-ce que vous avez envie qu'on revienne de vous et de votre parcours? Je ne sais pas si je suis quelqu'un qui fait des messages. J'ai fait la sculpture avec amour. Et sculpter pour créer, c'est un acte d'amour. D'autre part, je voudrais que si les jeunes ne se laissent jamais confisquer leur cerveau et leur cœur par un groupe. Toujours réfléchir par leur propre cerveau et par le propre cœur et de se sentir responsable des autres. L'autre me regarde, l'autre m'est important. Moi, je ne suis rien si l'autre n'est pas là. Merci en tout cas, Shlomo Selinger. Alors, je rappelle, avant de conclure, que votre livre Nuit et Lumière est publié chez Albin Michel. Merci en tout cas de votre témoignage, de votre magnifique témoignage. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bon dimanche sur Radio J et à la semaine prochaine. Merci. Merci à vous.